Hey, bienvenue au podcast Les électrons libres, le podcast où on jase micro-mobilité. Cette semaine, on reçoit un invité spécial qui va nous vulgariser c'est quoi la micro-mobilité. Pierre Parvillot, chargé de cours à l'Université de Montréal et l'UQAM, expert sur la question. Avec lui, on explore l'histoire de la mobilité urbaine au Québec. Vous allez voir, c'est fascinant. Bonne écoute! Tu as été chaudement recommandé par Gabriel Michaud de la Coop Carbone qui m'a parlé de toi au moment où que j'ai commencé le podcast. Puis je me suis dit, pourquoi pas commencer avec toi pour nous parler de la micromobilité. Tu as une belle réputation dans le domaine, puis pour expliquer aussi aux gens c'est quoi la micromobilité et tout ça. Mais d'abord, j'aimerais savoir un peu plus, t'es qui, Pierre Parvillot? Oui, alors, bien de descendance acadienne, élevé en Outaouais, déménagé à Montréal, où j'ai fait mon bac 2 maîtrise et un doctorat, donc spécialisé en histoire des transports et en développement urbain. J'enseigne depuis 19 ans à l'université à titre de chargé de cours. J'ai eu la chance d'enseigner à York, à Toronto, puis à Concordia à Montréal. Mais maintenant, je partage mon temps entre l'UQAM et l'Université de Montréal. En parallèle à ça, mon épouse et moi, on a fondé Gris-Orange Consultant. Donc, gris pour la pierre grise de Montréal, notre volet patrimoine, et orange comme la damnée signalisation routière. Donc, notre volet mobilité. Et ensemble, bien, ça fait go. Et notre objectif, c'est de faire avancer la ville. Donc, à travers ça, on travaille en architecture de paysage, en patrimoine, en mobilité, en design urbain, en consultation publique et en urbanisme. Donc, on a une belle équipe qui grandit, là. On devrait dépasser les 25 employés cette année. Et puis, aussi, sinon, très impliqué dans le milieu des arts. Donc, impliqué avec des musées, impliqué dans différents projets immobiliers liés au musée aussi. Donc, sinon, un urbain aussi. J'habite dans une vieille usine qui a été rénovée à distance de marche de métro Lionel-Groulx. Après avoir vécu 23 ans dans le quartier latin. Practice what you preach. J'ai vécu 23 ans sur Saint-Denis, au sud d'Ontario, dans le quartier latin, avec un bar comme voisin. Puis, non. Sinon, oui, j'ai une voiture, mais j'ai aussi une Vespa, j'ai aussi un vélo, je marche beaucoup. Donc, puis sinon, j'aime bien voyager. C'est mon autre chose que je fais beaucoup. C'est le fun de voir que tu as un parcours qui est quand même lié au milieu urbain. Tu sais, t'es from t'es from the urban area, Montreal based. C'est de là où tu viens, puis t'as grandi, puis t'as évolué ici dans cet environnement-là. Puis en même temps, tu l'as étudié dans ton parcours énormément. T'as fondé aussi une entreprise avec ta conjointe par rapport à justement ce milieu-là, comment l'améliorer puis le faire avancer aussi. Parce qu'on voit que, Montréal, comme d'autres villes dans le monde, ont des besoins de plus en plus criants au niveau de la gestion de leurs espaces, mais aussi de la gestion du transport dans cet espace, dans ces espaces-là. C'est super intéressant. Puis, parle-moi de ce qui t'a amené dans la micromobilité, parce qu'on parle de transport, on parle de train, on parle d'avion, tu parles de voyage, t'aimes les voyages aussi, mais dans tout ça, c'est quoi la micromobilité, puis comment ça s'est inscrit dans ton parcours pour que tu t'y intéresses? Mes ancêtres travaillaient dans les chemins de fer au Nouveau-Brunswick, entre autres. C'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Mon père voyageait énormément pour le travail à l'époque, qui travaillait pour le gouvernement fédéral. Il voyageait énormément à l'international. Toujours eu ça, toujours aimé aller à l'aéroport, plusieurs fois par année, aller le chercher, des fois partir avec. Aussi, j'étais en maternelle déjà et je savais quand je devais aller descendre pour aller prendre mon autobus pour aller en maternelle, quand j'entendais l'autobus de ville passer. Parce que environ, quand l'autobus de ville passait, je savais exactement c'était le temps d'aller m'habiller, descendre. Et le transport en commun a toujours été un peu un facteur comme ça. Je vis dans un secteur où le service était très déficient en Outaouais. 2 autobus le matin, 2 le soir, pas de service le week-end. Puis j'ai toujours trouvé que ça manquait vraiment.
Et puis, quand je suis arrivé à Montréal, eh bien, j'ai été impliqué dans différents projets. Je me suis impliqué avant même la fondation de Projet Montréal. J'ai été impliqué pendant plusieurs années à Projet Montréal. J'ai été organisateur. J'ai été l'agent officiel du parti aussi. Quand même. Donc, j'ai tout ce volet-là. Bon, j'ai délaissé le côté organisation politique pour plutôt concentrer sur un autre volet du développement urbain qui est au lieu de l'action politique, c'est l'action par le projet. Donc, c'est vraiment, je suis chanceux. Notre firme, on offre nos services aux plus grandes firmes du Québec en immobilier. On travaille là pour vraiment, s'il y a une grue dans votre quartier, il y a plus de chances qu'on soit impliqué que pas impliqué. Peut-être un petit volet, peut-être des grands volets. Travailler vraiment, on a fait le calcul, on a travaillé sur la majorité du pied carré dans Griffintown. On a travaillé énormément depuis 2007 dans un autre secteur qui s'appelle la Chine Est. On travaille avec tous les promoteurs à la Chine. On crée une communauté de plus de 10 000 nouveaux logements axés autour de la future ligne de tramway de la Chine. Donc, oui, on peut changer le monde à travers l'action politique, mais on peut aussi travailler projet par projet. Et je vais juste donner un exemple, c'est pas en micromobilité, mais c'est en patrimoine. Et on avait un client que je nommerai pas, mais un bon client à nous, qui au début nous contactait et disait, je veux une étude pour démolir un bâtiment. Et avec le temps, ce client-là s'est rendu qu'il nous contacte puis il dit, Pierre, j'ai trouvé ce super site avec un beau bâtiment. Comment est-ce que je peux utiliser ce bâtiment-là pour créer de la plus-value sur le projet? Et ça, pour moi, c'est la démonstration que des professionnels qui travaillent bien, qui travaillent main dans main avec les promoteurs, on est capable de transformer les projets un à un. Et en faisant ça, on transforme la ville un projet à la fois. Peut-être que parfois, ma philosophie de la ville diverge de certains. Je crois dans la densité. Je crois dans les transports collectifs. C'est pas toujours ce que les gens aiment. Des fois, les gens aiment plus la voiture, on aime plus la maison unifamiliale. Mais il faut pas oublier, la densification, ce n'est pas brimer les gens d'avoir accès à une maison unifamiliale. C'est de augmenter le pourcentage des gens qui vivent dans des bâtiments qui sont pas unifamiliaux. Mais ça veut pas dire qu'on élimine la maison. Ça veut juste dire qu'on va travailler pour rendre plus attractif et avoir une plus grande part des logements collectifs. Ouais, c'est drôle que tu amènes le sujet justement de la densification, puis on fait un saut un peu plus en urbanisme, puis gestion du patrimoine. C'est drôle, j'avais une discussion comme ça l'été passé, j'étais dans Hochelaga chez un ami urbaniste, puis on regardait les bâtiments du haut de son toit, puis il me disait, lui, il pense le détruire, ce bâtiment-là, une énorme vieille église qui est abandonnée. C'était curieux, on parlait des mentalités justement automatiquement se dire on va le détruire au lieu de justement le réaménager puis le remettre à neuf au goût du jour pour pouvoir être utilisé comme des logements ou autre chose plus utile. C'est le changement de mentalité qu'on parle, le changement de perspective sur une situation donnée. Puis ça, j'imagine qu'avec ton entreprise, vous travaillez beaucoup dans ce sens-là pour aider les gens, les entrepreneurs, les entreprises à changer leur mentalité. C'est drôle, tu parlais aussi de ton parcours plus au niveau politique. Je ne connaissais pas cette portion-là de ton parcours, c'est super intéressant. Qu'est-ce qui a fait que je suis curieux, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de dire, OK, j'ai travaillé plus au niveau politique, maintenant je vais plus au niveau de projet. Qu'est-ce qui a fait ce déclic-là ou ce changement? Bien, à l'époque, quand on a fondé la firme, nos clients, c'était Transport Canada. C'était l'Agence métropolitaine de transport. On a travaillé un peu pour la STM. On travaillait comme ça, puis avec le temps, j'ai vraiment compris le pouvoir de transformation que les projets, un à un, pouvaient avoir. Et la seule chose qu'on a dans la vie, c'est notre nom. Et je ne voulais pas teinter ni ma réputation, ni la réputation de la firme, non la réputation des projets, en étant trop proche du pouvoir. J'ai voulu
volontairement briser cette perception de proximité qui aurait pu démontrer qu'on ne faisait pas les choses de la bonne manière. Et pour nous, faire les choses de la bonne manière, on a passé à travers, durant ma formation universitaire, puis quand on commençait l'entreprise, c'était le scandale des commandites, c'était les enveloppes brunes, c'était ce qui se passait à Laval, c'est ce qui se passait à Ville-Marie, c'est ce qui se passait à Montréal en général. Tu sais, on a eu 3 maires en même pas 18 mois à Montréal. Et nous, on s'est toujours dit que non, on n'allait pas tomber dans cette game-là. Et si notre client n'aime pas notre rapport, bien, il y a juste à le mettre à la poubelle puis engager quelqu'un d'autre qui va faire un rapport qui est teinté. Et c'est de son droit de prendre notre rapport professionnel et le déchiqueter. Et c'est à travers cette éthique-là qu'on a su se démarquer et ce qu'on a prouvé, c'est que lorsqu'on fait les choses correctement, on est souvent capable d'avoir plus de gains que les gens qui font les choses tout croche. Et ça, c'est vraiment une ligne directrice. Vous savez, des fois, il y a des compétiteurs qui essaient de nous voler nos clients, qui font des démarches, des choses comme ça. Et moi, je dis toujours, le marché montréalais est tellement grand qu'on peut, plutôt que d'essayer de voler les clients des autres, travaillons avec les autres. On est fournisseur pour nos principaux compétiteurs. Et on a développé des relations avec eux. On travaille avec les plus grandes firmes d'urbanisme, les plus grandes firmes d'architecture, et souvent, il y a du dédoublement. Mais je vais aller chercher beaucoup plus de travail en étant ami avec des firmes qu'en essayant d'en voler 1 ou 2 clients puis brûler la réputation. Et ça fait partie de notre éthique, tant qu'on le fait tant avec les citoyens, tant qu'avec les élus, tant qu'avec nos compétiteurs. C'est vraiment cette idée-là de travailler comme ça. Pas tout le monde apprécie. Des fois, les gens disent mais il n'y a pas une façon de parler à quelqu'un, puis tu sais, une contribution à ci ou contribution à ça. Et là, je dis non. C'est pas comme ça qu'on le fait. Faites-nous confiance. On va faire les choses correctement. Et on livre la marchandise. Wow. C'est quand même un choix volontaire et éclairé que t'as fait à l'époque de dire, ben, nous, on prend cette direction-là. On décide d'oublier un peu le côté plus politique pour, en même temps, s'assurer d'avoir un impact qui est réel, qui est pas teinté sur nos villes. Oui. Ça, c'est un choix délibéré que vous avez fait, puis c'est une sorte de sacrifice aussi, parce que j'imagine que quand on commence en politique, des fois, on se dit, ben, j'aimerais ça, justement, croître dans cette structure-là, politique, puis avoir peut-être une carrière dans cette structure-là. Puis finalement, vous avez observé que c'était peut-être mieux de pas aller dans cette direction-là pour avoir un impact plus significatif. Exact. Et c'est un peu ça qui a vraiment guidé la croissance puis nos projets. Et cette distance-là qu'on a mis volontairement, eh bien, s'assure que lorsqu'on a rencontré le politique, il est pas mal à l'aise de nous rencontrer. Parce que ça ne veut pas dire dans notre métier, en mobilité, en urbanisme, qu'on ne rencontre pas les élus. Au contraire, on rencontre les élus systématiquement. Vous allez rencontrer dans un mois peut-être 4, peut-être 10, peut-être 12 élus pour discuter de projets, pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Le directeur général de la ville. Des choses comme ça. Mais ça, c'est correct si c'est fait éthiquement, clairement et volontairement. Et en faisant ça, on est capable de monter des projets novateurs, entre autres en micro-mobilité. On est chanceux, on travaille en mobilité actuellement pour, entre autres, des grandes institutions gouvernementales. On travaille pour la Ville de Montréal récemment, entre autres sur le plan d'urbanisme et mobilité. On travaille avec des MRC, on travaille avec des villes. Et projet par projet, j'étais très heureux de voir, là, par exemple, la ville de Sherbrooke va finalement inaugurer son service de vélo en libre-service cette année. On a quand même
Ouais, on a eu la chance de travailler pendant environ 2 ans avec eux pour les aider à voir comment déployer leurs services. Et nous, notre approche, on n'est pas une grande firme d'ingénierie. Nous, on est plutôt engagez-nous pour faire la réflexion, pour pondre les idées, pour développer les stratégies. Et après ça, allons chercher les ingénieurs qui vont faire les études techniques. Mais avant ça, il faut se donner une période de réflexion. Faut pas sauter à pieds joints dans un projet. Il faut le réfléchir, il faut le penser. Et ça fait pas perdre du temps, ça fait gagner du temps. Et puis, il y a quelques années, j'avais une question d'un examen que je donnais à mes étudiants. Et c'était une question de mise en scène. Et c'était le maire de votre ville vient de passer ses vacances en famille pendant une semaine à Paris et il a vu tel truc. Et là, il vous donne 48 heures pour décider si vous devriez faire ça dans votre ville. Et malheureusement, c'est pas comme ça qu'on doit faire les choses. Il faut se donner le temps de penser. Et quand on veut réussir des projets de micromobilité, on peut penser justement à Bixi à Montréal, qui a été débuté par l'administration Tremblay. Quand M. Tremblay est allé en vacances en Europe, il a vu, entre autres à Paris, le vélo en libre-service, et il a dit, ce serait une bonne idée, regardons ça. Alors, mais on s'est donné le temps de le regarder, on s'est donné le temps de l'étudier, et Bixi est devenu un chef de file mondial. Absolument, absolument. Le pouvoir d'avoir une réflexion sur quelque chose avant de s'aventurer, de décider de tout faire, tout accomplir tout d'un coup, sans savoir trop où on s'en va. On voit la même chose, t'es un entrepreneur, donc tu connais un peu la méthode puis comment ça fonctionne. Mais on le voit dans les startups. Moi, j'ai travaillé en startup dans les dernières années, puis des fois, je le voyais quand on commençait, on se lançait dans l'aventure sans trop savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis je voyais aussi les conséquences du manque de réflexion sur un sujet donné. Des fois, je pense dans le côté académique, des fois on a un petit peu trop de réflexion. La réflexion des fois tue l'exécution. Oui. C'est ce que j'aime dire. Mais le contraire aussi arrive, c'est-à-dire pas de réflexion, ça donne une exécution qui est un peu chambranlante. Donc. Exact. Et nous, on a toujours développé aussi tout ce qu'on fait. C'est peut-être une stratégie alternative, mais au lieu de faire un plan d'affaires détaillé qui dit dans 2 ans, on veut X nombre d'employés, on va être dans tel service, tel service, tel service, on a voulu développer un bouquet de services pour nos clients. Mais ce bouquet-là n'était pas défini spécifiquement. Nous, ce qu'on s'est dit, on va être un one-stop shop, on va être un endroit où promoteurs, villes, ont besoin des services pour améliorer la ville, peuvent venir nous voir. Et ça a été vraiment une approche de, bien, on regarde, puis tu sais, par exemple, architecture de paysage. On l'avait pas ciblé comme service. Et pourtant, l'architecture de paysage, concevoir les espaces, c'est fondamental dans la micromobilité parce que l'architecture de paysage, c'est aussi assurer, par exemple, que les rangements à vélo soit facilement accessible par la propriété pour sortir. C'est assurer qu'on a les équipements pour entretenir les vélos, tu sais, la borne, les choses, bon. Mais l'architecture de paysage, c'était vraiment une question de nos clients qui nous disaient, je cherche un architecte paysagiste et à chaque fois, moi, les autres compagnies disaient, je suis pas disponible, je suis pas disponible, je suis pas disponible. Puis après un bout de temps, je me suis tanné puis j'en ai engagé une architecte paysagiste qui était une ancienne étudiante à moi. Puis après ça, tout simplement, au lieu de les référer à d'autres, puis on a dit, je peux te donner 2 noms, mais aussi voici notre portfolio. Et maintenant, on a 3 architectes paysagistes qui travaillent à temps plein. Et c'est comme ça qu'on a tout développé nos services. On n'a jamais essayé de s'imposer, on n'a jamais essayé de créer des nouveaux besoins. On a toujours ciblé les besoins existants, mais amélioré par rapport à nos compétiteurs ce qu'on fait à un prix plus raisonnable. C'est ce qui nous a permis de vraiment arriver où on est. Ça fonctionne, on voit que ça fonctionne, ça a un bel impact. Bravo à vous. Écoute, on parle de micromobilité depuis tantôt, on utilise le mot, mais toi, en tant que chercheur, en fait, dans le domaine, c'est quoi pour toi la micromobilité? J'ai une définition qui est peut-être un peu plus vaste que certains, peut-être plus contraignante que d'autres. Pour moi, la micromobilité,
c'est le lien manquant entre le transport collectif de qualité et là où je veux aller. La réalité, on n'a pas assez de gens qui se déplacent de partout à partout pour avoir un système de transport collectif qui répond à tous nos besoins. C'est la beauté de la voiture. La voiture nous amène de A à B, sans détour. Et c'est ça la beauté de la voiture. Et c'est ça qui est si attractif de la voiture. C'est que je rentre de ma maison, je prends mon ascenseur ou j'ouvre ma porte de garage, ou je marche 50 mètres sur le trottoir, j'arrive dans ma voiture, je m'assois, j'allume ma radio ou je clique sur mon iTunes ou sur mon n'importe quoi. Mon siège est chauffant, je suis assis, je suis tout seul, peut-être avec une personne. Mon sac est en arrière avec mon laptop et je pars. Et même si ça prend du temps, même si c'est frustrant, ce niveau de confort-là, c'est quelque chose qui est bon. Et j'avais un professeur à l'université qui m'a dit, si vous dessinez un projet de transport collectif structurant, par exemple métro, tramway, train de banlieue, des trucs comme ça, et que vous visez à transférer les gens de l'autobus à ce mode-là, vous avez échoué. Si vous êtes capable de sortir les gens de leur BMW, vous savez que votre projet est un grand succès. Et ça m'a marqué. Et au lieu d'essayer d'aller, comme par exemple, on avait eu un projet, le train de l'Est à Montréal, qui est maintenant le train de Mascouche. Ouais. Ce projet-là, les études, c'était plus de 80% d'achalandage. C'était des gens qu'on enlevait de l'autobus puis qu'on mettait dans le train. Et ça, on a dépensé plusieurs centaines de millions de dollars pour ça. Des temps de déplacement similaires, des gens qui, beaucoup des déplacements étaient en autocar déjà, donc un mode déjà très confortable. Bon, il y en a qui étaient dans des autobus qui étaient debout, mais malgré tout, c'est pas là que sont des immenses gains. Et je vais peut-être illustrer avec un autre exemple, c'est le grand succès de l'autobus 747 à Montréal. Ouais. Bon, l'autobus 747, qui est l'autobus, pour ceux qui le connaissent pas, qui relie tout le centre-ville de Montréal à l'aéroport. Bon, moi, dès qu'ils ont lancé le service, je leur ai dit, premièrement, vous auriez jamais dû l'appeler le 747. Le 747, c'est un avion de plusieurs décennies, quadrimoteur, qui est beaucoup plus polluant par passager. On aurait pu au moins utiliser un avion écologique ou un avion moderne comme numérotation. On aurait pu l'appeler le 380. On aurait pu, tu sais, bon. Mais ceci étant dit, le 747 était venu remplacer un ancien autobus qui s'appelait l'aérobus. L'aérobus était un départ aux heures ou aux 2 heures à partir de la gare centrale avec un arrêt à la gare Bonaventure. Et si tu étais 2, c'était moins cher prendre le taxi que prendre l'autobus. Et des fois, tu arrivais à la gare d'autocar Berry et il y avait une feuille. Le départ de telle heure est annulé aujourd'hui. Parce qu'il y a certains jours qu'il y avait moins de trafic. Alors, après un bout de temps, bien, j'ai arrêté de l'utiliser. Je vais être honnête. Je pouvais prendre le taxi devant chez moi en même pas 20 minutes. J'étais bing bang, j'étais là. Et la 747 est venue changer la donne de manière fondamentale en offrant un service que, oui, partait de la gare centrale avec le métro Berry-UQAM, mais traversait le boulevard René-Lévesque sur toute sa longueur au centre-ville pour ensuite descendre à Atwater, connecter à métro Lionel-Groulx et ensuite prendre l'autoroute pour se rendre au centre-ville. Et on est allé chercher une tarification, oui, un peu plus élevée que l'autobus standard, mais quand même, là, à l'époque, c'était 7 $. Là. On est rendu un peu plus qu'une dizaine maintenant, mais quand même, un service qui aussi inclut transfert dans l'autobus puis dans le métro du réseau déjà pour se rendre. Et un service qui, aux périodes les plus achalandées, est aux 6 minutes. Et ça l'a changé fondamentalement. Ça l'a changé complètement la donne. Et ça, c'est la démonstration que quand on a un grand corridor, on peut faire quelque chose d'incroyable. Mais si tu habites à Longueuil, il n'y a pas de service d'autobus qui te rend là, à l'aéroport. Il n'y a pas nulle part. Et on peut construire tous les beaux réseaux qu'on veut, mais la réalité, c'est on va jamais construire un maillage qui va couvrir toutes les régions métropolitaines de tramway, puis de métro, puis de tram, puis de you name it.
La réalité, c'est qu'il y aura toujours la majorité de la population qui ne vivra pas à distance de marche de transport collectif de qualité et qui ne va pas nécessairement aller à un endroit où le transport de collectif de qualité leur permet de les amener. Donc, la micromobilité, l'objectif, c'est de pallier aux déficiences du réseau de transport collectif de qualité en améliorant son bassin qui peut desservir. Alors, par exemple, c'est des trottinettes électriques, c'est des vélos électriques, c'est des parcours piétons plus sécuritaires, c'est des petits autobus de quartier. C'est tous ces déplacements qui nous permettent de se rendre à du transport collectif de qualité ou de se déplacer localement. Ça, c'est une autre chose qui est fondamentale. Si vous regardez les enquêtes origine-destination, c'est des grandes enquêtes. C'est la plus grosse enquête statistique après le recensement qu'on fait dans la région de Montréal. On en fait ailleurs aussi. On sonde et on collecte des données, une quantité phénoménale. La majorité des déplacements dans les arrondissements montréalais sont principalement à l'intérieur de l'arrondissement ou aux arrondissements voisins. Hein? Si on regarde les déplacements, il y a, à part les arrondissements centraux, là, il n'y a pas d'arrondissement où c'est plus que 20% des gens se rendent au centre-ville. Et pourtant, tous les investissements, ou la quasi-totalité des investissements en transport collectif, sont axés pour se déplacer au centre-ville. Et ça, il faut comprendre le pourquoi. Et c'est simple. Le transport en commun, il fut un temps, c'était privé. Après ça, c'est devenu une compétence de la ville. Et on a eu les crises du pétrole et l'inflation folle des années 70. C'est devenu trop cher pour la ville de Montréal à le construire. Et le gouvernement du Québec a décidé de le faire. Mais quand le gouvernement du Québec se lance en transport collectif, une bonne partie de sa mission, c'est malheureusement d'améliorer la fluidité du réseau autoroutier. Ouais. Et comment est-ce qu'on peut enlever des voitures du réseau autoroutier? C'était d'enlever les voitures qui allaient au centre-ville. Et c'est pas pour rien que le ministère des Transports du Québec lance des trains de banlieue parallèlement à toutes les autoroutes. C'est pour décharger le réseau autoroutier. Et ça a très bien fonctionné dans les années 90-2000. L'AMT a eu une des plus fortes croissances des réseaux de trains de banlieue d'Amérique du Nord. On avait presque une vingtaine de lignes de trains de banlieue avant la Deuxième Guerre mondiale. On a tombé à 2 quand on était dans le creux intense. Puis là, on était de retour à 6. Là, on a tombé à 5. Le train de banlieue, actuellement, il souffre énormément, là, dû à la pandémie, entre autres, à Montréal. Mais malgré tout, l'objectif, c'était de décongestionner les autoroutes. Et c'est bien plate, mais quand ton objectif et ton analyse, c'est d'enlever les voitures de la route, qui ne reçoit pas de projet, qui n'est pas financé, qui n'est pas payé, eh bien, c'est malheureusement les gens qui le prennent déjà. Et c'est ça qui est plate. Parce que tu sais quoi? Si tu habites dans le plateau Montréal, tu habites dans Rosemont, tu habites dans Verdun, tu sais quoi? Tu utilises déjà les transports en commun d'une façon déproportionnée. Ouais. Et le gouvernement dit merci de l'utiliser et parce que tu l'utilises, je vais justement pas dépenser une scène chez toi pour te donner des nouveaux services parce qu'il n'y a pas de gain à réaliser. Là où il y a des gains à réaliser, c'est là où les gens sont dépendants de la voiture, puis là, on peut faire des gains faciles. Ouais. Et ça fait en sorte que, malheureusement, probablement de mon vivant, je verrai jamais un tramway sur l'avenue du Parc. Je verrai probablement jamais un tramway sur l'avenue du Mont-Royal. Parce que, malheureusement, les gens le prennent déjà trop. La seule façon qu'on pourrait convaincre le gouvernement, et là, je dis vraiment pas aux auditeurs de faire ça, là, mais si on abandonnait massivement le transport en commun dans les quartiers centraux, on créait de la méga congestion, le gouvernement n'aurait pas le choix que de nous donner du transport en commun de qualité. Mais malheureusement, parce qu'on est déjà gentil, parce qu'on est déjà docile, parce qu'on le prend déjà, on n'est pas sur le radar, on n'est pas dans les priorités. Et, c'est vraiment contre-intuitif, hein? Complètement. Et parce que les gains sont pas faciles, ils sont difficiles. Et c'est là où la micromobilité vient jouer. Parce que la micromobilité, elle permet d'optimiser nos infrastructures existantes
en compensant pour des déficiences qui sont locales. Donc, par exemple, la STM opérait un autobus qui était la ligne 15 sur Sainte-Catherine et de Maisonneuve. C'était historiquement une ligne d'autobus très achalandée, mais qui ont coupé la fréquence. Les gens ont coupé le service. Ils coupent la fréquence, ils coupent le service. Et on s'entend, la rue Sainte-Catherine est l'artère commerciale la plus occupée du Canada. Ah Et ouais. et c'est dans le top 5 en Amérique du Nord. Et l'autobus qui était aux 35 minutes, eh bien, personne ne le prenait. Parce que ça valait pas la peine d'attendre l'autobus qui était tellement en retard que ça devenait imprévisible. Et je me rappelle une fois, j'ai attendu 1h37 pour l'autobus, 15. Et j'ai envoyé une plainte à l'STM. Et à l'époque, il m'avait répondu, mais pourquoi vous n'avez pas juste pris le métro, il est là? Mais c'est que le métro, c'est bon pour les déplacements de longue distance. Mais Ouais. quand j'habite sur Saint-Denis, dans le quartier latin, et que je veux aller au centre-ville, au Labbé, par exemple, ou peut-être chez Simons, ou peu importe où, j'ai peut-être pas envie de prendre le métro, de descendre dans le sous-sol, de prendre quelque chose qui va super vite, mais qui m'emmène pas proche de où je vais. Et Non. l'autobus joue ce rôle-là des déplacements locaux. C'est un peu comme Bixi aussi, hein. Tu sais, Bixi, c'est un grand succès. Hein? On se le cachera pas. Premièrement, c'est un succès commercial. Et c'est un exemple, on viendra à la rentabilité, mais Bixi est un service qui est rentable. C'est le seul système de transport qui est rentable. Mais il faut se poser la question, est-ce que Bixi a vraiment coupé massivement dans le trafic? Hmm. Ouais. Et Ouais. ça, c'est une question qui est très controversée. Il y a des chercheurs à l'Université McGill, il y a des chercheurs dans des universités américaines, à Concordia aussi, qui se posent la question depuis des années, d'où viennent les usagers du vélo en libre-service? Hmm. Est-ce que c'est des gens qui étaient vraiment en voiture, qui le faisaient matin et soir? Ou Ouais. est-ce que c'est des gens qui prenaient l'autobus 55 sur le boulevard Saint-Laurent? Est-ce que c'est des gens qui prenaient leur vélo individuel, qui sont tannés de se le faire voler puis briser et qui ont décidé de prendre Bixi? Et malheureusement, la réalité, Bixi n'a jamais retiré une voiture de Châteauguay qui sera au centre-ville de Montréal. Non, 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 clairement pas. J'avais le même questionnement il y a pas longtemps. Ouais. Et donc, est-ce que Bixi c'est bien ou mal? C'est bien. On se le cachera pas. C'est très bien. La mobilité active permet d'améliorer la santé cardiovasculaire, permet des temps de déplacement qui sont plus intéressants, mais ça vient principalement enlever des gens de l'autobus. Ouais. Et si tu enlèves des gens de l'autobus, eh bien, malheureusement, il y a moins de gens dans l'autobus. Et Ouais. s'il y a moins de gens dans l'autobus, on va couper dans la fréquence de l'autobus. Et Ouais, on ouais, ouais. tombe dans une spirale vers le bas. Et c'est ça qui est le problème. C'est qu'il faut pas couper dans la fréquence de l'autobus parce qu'on met Bixi. Il faut augmenter la fréquence de l'autobus et de le coordonner avec Bixi. Et il faut pas avoir un abonnement Bixi puis un abonnement autobus. Il faut un abonnement combiné des deux. Dans le temps, hein, dans les années 90, on appelait ça un cocktail transport. L'idée, c'était le transport en commun peut pas vaincre à lui tout seul l'automobile. Non. Mais le vélo, la marche, la trottinette, la mobilette, des transports collectifs locaux, le taxi, l'autopartage, Via Rail, les autocars, on met tout ça ensemble et on peut commencer à vaincre la voiture. La réalité au Québec, pour bien des gens, on peut pas vivre sans voiture. Moi, j'ai un horaire qui fait en sorte que je peux être dans la même journée sur la rive nord-est, en, sur la rive sud-ouest, en passant par le centre-ville pour 2 réunions. En Ouais, transport ouais, en ouais. commun, ça marche pas. Et Non. ça, c'est correct. Quand je vais aller voir ma famille, il n'y a pas d'autobus de ville. Il n'y Hmm. a pas d'autobus interurbain qui se rendent non plus. Je deviens
prisonniers à la voiture. Et pour moi, le transport en commun versus l'automobile, c'est qu'il y a un pacte social, à la Rousseau, si on veut, que l'État, si elle veut critiquer les gens qui prennent pas la voiture, l'État doit donner une alternative à la voiture. Et est-ce que l'État a été capable d'offrir une réelle alternative à la voiture qui permet aux gens de vivre sans voiture? Au Québec, pour la majorité des gens, la réponse c'est non. Donc, l'État n'a pas le droit de chicaner le citoyen qui prend sa voiture quand, à travers les politiques publiques, les investissements en infrastructure, il n'y a pas d'alternative. Et ça, pour moi, c'est fondamental. On ne doit pas critiquer le citoyen qui prend sa voiture parce qu'il n'y a pas le choix. On doit travailler pour lui donner des alternatives. Et c'est ça la micromobilité. C'est trouver des solutions pour tous les types de déplacements pour qu'ils puissent faire ces déplacements d'une façon efficace. Parce que la réalité, c'est, on l'a vu avec la COVID, il y a plus de kilomètres sur le réseau routier qu'il y en avait avant la COVID. Et pourtant, Oui, tout le j'ai vu ça. monde dit qu'ils ont arrêté d'aller au centre-ville. Hein? Tout le monde, je vais plus à ma job au centre-ville, je chauffe de l'argent sur l'essence, moins d'usure sur ma voiture. Et c'est pas ça que les chiffres ils disent. Les chiffres sont très clairs. Les chiffres disent le parc automobile dans la région métropolitaine de Montréal continue de croître. Deuxièmement, les chiffres nous disent que chaque véhicule fait plus de kilomètres par année qu'avant. Donc, oui, les gens se déplacent plus au centre-ville, mais malheureusement, ils sont chez eux et puis ils travaillent 2-3 heures en télétravail. Ils s'en vont faire un cours de yoga, ils retournent chez eux, ils font 2-3 zooms, ils s'en vont faire l'épicerie, ils reviennent chez eux, etc., etc. Puis l'autre chose, faut pas oublier, là, le télétravail, là, c'est la minorité qui a accès au télétravail. Le télétravail, statistiquement, c'est quelque chose qui est discriminatoire dans la mesure où les principaux bénéficiaires du télétravail, c'est les gens avec une formation universitaire qui sont principalement de peau blanche. La réalité, c'est que l'homme et la femme blanche avec une formation universitaire sont majoritairement ceux qui ont accès aux emplois qui ont le droit de faire du télétravail. Absolument. Parce que la réalité, là, tu assembles un moteur d'avion à Pratt & Whitney sur la rive sud de Montréal, tu vas pas faire ça à distance. Mais c'est Non, qui non, les c'est vrai. employés? C'est ça. C'est qui fait le travail à Pratt & Whitney, par exemple, à distance? C'est les ingénieurs, c'est la comptabilité. Et là, on a massacré nos budgets de transport en commun, puis nos investissements dans nos infrastructures de transport en commun, parce qu'on dit toujours, le transport en commun, tu sais, c'est en déclin, c'est ci puis ça. Oui, mais c'est que c'est les personnes universitaires de certains groupes sociaux qui ont délaissé le transport en commun. Mais les gens qui sont en précarité économique, qui sont de la diversité, etc., c'est ces gens-là qui l'utilisent encore, le transport en commun. C'est ceux qui sont les plus fidèles. Et Ouais. il y a un enjeu de société actuellement qui est autour de ça. Et on va voir aussi c'est quoi le télétravail à moyen long terme. Hein. On sabre actuellement dans nos trains de banlieue, dans nos bus de banlieue aussi. On remet en question leur pérennité. Pourtant, ce qu'on voit, c'est à chaque année, moi, je vois de plus en plus de gens sur la rue Sainte-Catherine au centre-ville. Les tours à bureaux, oui, on passe un temps difficile, mais malgré tout, à Montréal, le centre-ville se porte relativement bien. Certes, la foire alimentaire de la tour à bureau, elle souffre peut-être plus, Ouais. mais aller au Time Out Market, aller au Central, tu peux pas avoir une place assise. Et Ah ouais. les gens, ce Toujours qu'ils pas. ont dit, c'est si je me déplace au centre-ville, je vais vivre l'expérience. Puis sinon, ben je vais le faire ailleurs. Et l'humain, je nommerai plus la ville, mais avant, je disais toujours, l'avenir de l'humanité ne se décidera pas dans le sous-sol d'un bungalow.
Et avant, je nommais une ville de banlieue de deuxième couronne, que je nommerai plus. On Mais sait pas la, c'est quoi. mais la réalité, c'est que l'humain a toujours progressé beaucoup plus rapidement lorsqu'on est ensemble. Et les Ouais. gens disent souvent, ah, moi, je travaille mieux quand je suis de la maison, je suis tout seul. Peut-être que tes tâches individuelles que tu as à faire à ta job, tu les fais. Hmm. Mais où est le mentorat à l'intérieur de l'équipe? Où est le partage et la collaboration entre les gens? Où sont toutes les autres tâches qui s'ajoutent au travail, mais que tu n'es pas là pour aider l'équipe à réaliser? Hmm. Et pour moi, fondamentalement, parmi toutes ces choses-là, le plus important, c'est le mentorat. Comment est-ce que tu aides quelqu'un à croître dans sa carrière, à faire du mentorat, à faire vraiment amener les gens de A à B? Tu sais, moi, peut-être on est l'exception, mais la quasi-totalité de nos employés, c'est des étudiants à moi, qui Hmm. commencent comme stagiaires pendant qu'ils sont aux études, qui viennent et qui travaillent pour nous. Et on exige minimum 4 jours semaine en présentiel. Et si tu veux pas, c'est correct. Il y a des firmes qui sont en virtuel, allez-y. Mais fondamentalement, et les études aux États-Unis et en Europe commencent à sortir, les gens qui sont en présentiel, leur carrière croît plus rapidement, ils montent les échelons plus rapidement que les gens qui continuent à travailler chez eux tout seuls. Et au même niveau de la recherche, de la science, de l'innovation, c'est pas en travaillant seul, peu importe toutes les dizaines de milliers de dollars qu'on peut investir en outils de collaboration, il y a rien comme je tourne ma chaise, je sors de mon bureau, je vais voir personne X, peux-tu venir? On va jaser 10 minutes. Et ça, pourquoi les gens veulent pas venir travailler? C'est parce que la mobilité est mauvaise. Hmm. Alors, il faut améliorer la mobilité et ça se fait via la micro-mobilité. Et si on veut que les gens, parce que oui, les gens disent, ah, j'aime pas ça travailler au centre-ville ou, tu sais, peu importe, dans le Ouais. parc à bureau, n'importe où, une bonne partie de la plainte, c'est parce que c'est difficile à me rendre, puis c'est coûteux à me rendre. Hein? C'est pas autant que oh, j'aime pas être les gens autour de moi. Ben, si t'aimes pas les gens à ton bureau, ben peut-être change d'emploi aussi, là. Mais si t'aimes, ou peut-être aussi c'est ton employeur qui est le problème. Peut-être c'est tes collègues, peut-être c'est ton employeur qui crée pas un milieu de travail qui est intéressant. Je veux dire, nous, nos bureaux, on est dans un bâtiment qui est principalement des galeries d'art. On a de l'art partout. On donne des beaux espaces de travail aux gens. Tu sais, c'est les petites choses malgré tout. Tu sais, on essaie de faire des activités plus souvent avec les gens. Beaucoup de bureaux offrent du café gratuit. Il y en a même qui chargent 25 cents, 50 cents qu'il faut que tu mettes dans un verre en styromousse. Mais tu sais, nous, on a une machine espresso avec une des plus grandes brûleries montréalaises, avec un café qui est vraiment de qualité exceptionnelle. On a des matés, on n'essaie pas d'acheter nos employés en leur donnant ces choses-là. Ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre le milieu de travail chaleureux pour que les gens aient envie de travailler. Donc, si tu Ouais. crées un milieu de travail qui est accueillant, que les gens veulent venir, c'est parfait. Mais l'autre grand enjeu, c'est le déplacement en tant que tel. Et si Absolument. on regarde les temps de déplacement actuels, pendant que tout le monde est soi-disant en télétravail, sont plus longs qu'ils ne l'étaient qu'avant la pandémie. Donc, il y a OK. du travail à faire sur la mobilité. Et la micro-mobilité, c'est comme ça qu'on va aider les gens à rendre leur temps de déplacement plus court et plus intéressant en tant que tel. J'ai un étudiant, moi, il travaille au nord de la 40 dans OK. l'Est, Dans et il l'Est, habite ouais. à la Chine. Ouf. Et il fait en vélo la majorité de l'année. Il y a un vélo assistance électrique, OK. mais il trouve ça plaisant, il adore ça, ça le relaxe, il voit la nature, il prend la piste cyclable sur le bord du canal de la Chine puis dans le vieux Montréal, il adore ça. Est-ce que tout le monde va faire ça? Non. Non. OK? La réalité, c'est la majorité des gens ne le feront pas. Mais la micromobilité, c'est de dire aux gens, ben peut-être je le ferai une journée par semaine, 2 jours par mois. Quelque chose comme ça. Je marche pas au travail tous les jours, c'est quand même 3,7 km chaque sens. Mais Ouais. hier, j'ai fini ma journée tard, il faisait beau, je me suis dit,
m'a marché. Puis j'ai retourné à la maison. Mais si tu es venu au travail en voiture, Ouais. faut que tu ramènes ta voiture à la maison. Ah ouais. Mais Dans le si tu as trafic. pris dans le trafic, mais si tu as pris le transport en commun le matin ou si tu as pris le vélo ou peu importe quoi le matin, mais peut-être tu dis, bah, je vais prendre quelque chose puis je vais pouvoir le marcher. Et c'est toujours ça, l'idée, c'est de améliorer la qualité de vie, améliorer la santé et diminuer le temps qu'on prend à se déplacer. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Rejoignez-nous dans le prochain épisode pour la suite de la discussion avec Pierre Barriot. Pour en savoir plus sur Pierre et son entreprise, vous pouvez vous rendre sur Internet sur Gris Orange Consultant ou sinon le rejoindre directement sur son LinkedIn. À la prochaine fois, portez-vous bien et déplacez-vous librement.